Attention, action. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors, nous sommes dans une nouvelle série sur mes entretiens avec les pros. Aujourd'hui, j'ouvre une nouvelle série de podcasts avec Yannick Poulain. Vous allez découvrir un personnage vraiment spécial, mais il va être le premier à inaugurer cette nouvelle série de podcasts qui est mes entretiens avec les négos. Alors, quand je dis négo, c'est négociateur en immobilier en général. Et je vais essayer de vous faire découvrir un nouveau type de profil qui existe dans l'immobilier. On a parlé la dernière fois de mes entretiens avec les boss et c'était en général, je vais interviewer des patrons d'agence, des directeurs d'agence, des gens qui entreprennent justement dans l'immobilier. Dans la série précédente qui va continuer tout au long de l'année, mes entretiens avec les pros, c'est des personnes qui sont managers en général ou qui ont une certaine spécialité dans l'immobilier. Et dans la série mes entretiens avec les négos, j'ai envie de vous présenter des différents profils de négociateurs qui soient débutants avec zéro expérience ou des personnes qui ont beaucoup d'expérience comme Yannick Poulain aujourd'hui. Le but, c'est de vous faire découvrir leur métier, leur façon d'aborder leur métier, leur début, comment ils ont commencé leur carrière dans l'immobilier et des fois un tout petit peu avant pour essayer de vous inspirer à devenir des négociateurs dans l'immobilier, à peut-être regarder le métier un peu différemment et justement que vous les preniez comme modèle. Si c'est des personnes qui sont débutants, regardez, je vais essayer de mettre leurs problématiques au grand jour pour essayer de les aider justement à surmonter leurs problématiques. Mais comme c'est des personnes comme Yannick qui ont beaucoup d'expérience dans le métier et on va parler de ses ventes, de son chiffre d'affaires et de pas mal de choses, vous allez pouvoir peut-être vous inspirer de son parcours et le copier, c'est l'objectif. Donc Yannick, bonjour, comment vas-tu ce matin? Bonjour Daniel, écoute, ça va très bien, je te remercie. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, juste avant le podcast, on va parler de toi, on va parler de plein de choses qui se sont passées dans ta vie. On va essayer de déceler qui se cache derrière ce micro, derrière cette personnalité qui est Yannick, que je connais depuis un certain temps. Je crois que ça fait 6-8 mois qu'on se connaît, qu'on se côtoie pratiquement tous les matins en B-Morning. Et d'abord, je suis très content de te recevoir. J'aime beaucoup ta personnalité. Je sais que tu es un professionnel. Moi, dans ma façon de catégorifier les négociateurs, je te mets dans la catégorie des négociateurs confirmés. Ce sont des personnes qui vivent de leur métier, des gens qui font des ventes régulièrement, des gens qui connaissent et qui maîtrisent leur dossier et qui savent exactement ce qu'ils font. Donc, pour moi, tu es un confirmé et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on va tout simplement commencer depuis le début, mais pas le début dans l'immobilier. Je voudrais que tu me racontes un peu à quel moment tu as commencé ta vie professionnelle. À quel moment? D'abord, tu as quel âge? J'ai 52 ans, 53 ans cette année au mois d'août. Je suis né en 1965 dans une famille de 3 enfants dont je suis l'aîné. Ok. Quand est-ce que tu as commencé exactement ta vie professionnelle? Ma vie professionnelle, je l'ai commencé à l'âge de 16 ans. Waouh. Comme 17 ans où j'ai commencé à aller travailler parce que très tôt, disons que je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Et la notion de travail, c'était quelque chose qu'on nous a enseigné très rapidement dans la famille. Et ça, c'est une grande valeur. Et je remercie mes grands-parents et mes parents de m'avoir insufflé ces valeurs-là. Et donc, oui, j'ai commencé ma vie professionnelle très tôt parce que je voulais gagner ma vie rapidement et les études, ça me prenait la tête. Donc, moi, j'avais envie de travailler tout de suite. Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler. J'allais à l'école, en fait. J'ai appris le métier de la chaudronnerie et de la soudure. C'était mon premier métier. J'étais en lycée technique. Et lors de la deuxième année, en fait, plutôt que d'aller en vacances, juillet-août, j'allais travailler dans l'usine pour me faire de l'argent. Et puis ensuite, j'ai passé mon examen le lendemain, l'année d'après, pardon. Et à cette époque-là, c'était les employeurs qui venaient dans les lycées et qui disaient, voilà, les gars, ceux qui auront leur CAP, à la sortie, vous venez me voir, je vous embauche. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai rentré dans la vie active, en fait, à l'âge de 17 ans et demi, où j'allais travailler, je faisais 80 km par jour en mobilette, pendant 1 an et demi, à tous les temps, jusqu'à temps de passer mon permis de conduire. Alors, croyez-moi, je l'ai eu du premier coup, parce que j'en avais marre de me prendre des orages et j'étais à tous les temps en fait. Donc voilà, j'ai démarré la vie active j'ai fait ce métier-là pendant jusqu'en 1999, c'est-à-dire 16 ans, où j'ai fait le tour de ce métier et j'en avais un petit peu marre et j'ai demandé des évolutions dans l'entreprise. Après j'étais magasinier, après j'ai été vendeur en tant que matériel viticole.
Ensuite, j'ai eu la gérance d'un magasin jusqu'au moment où mon employeur a décidé de vendre sa société. Et de là, je me suis retrouvé de nouveau magasinier. Ça m'a énervé et donc après, je me suis carrément transformé. Du fait que je sois salarié, je suis devenu commerçant. Voilà, donc j'ai ouvert mon premier magasin en 2000, un magasin de vidéo, d'automates de vidéo. Et dans les 4 ans qu'on suivi, en fait, j'ai monté 4 magasins en 4 ans. Voilà. Tu as été aussi le témoin de la disparition de la location de la vidéo, en fait. Oui, parce que j'ai commencé en 2000 au moment où ça s'arrêtait quelque part. Mais j'ai eu la chance, en fait, d'être très rapide. J'en ai monté 4 et je les ai revendus en 2004. Tu as pris le tournant en beau moment, comme on dit. Ah oui, j'ai eu de la chance. Ok, et après, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Après, en 2004, en fait, j'avais plus de boulot, donc j'avais plus de magasin et j'avais plus de travail. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et en fait, la société qui m'avait vendu les magasins, c'était le groupe ICF, qui était situé à Nanterre, dans le 92, que peut-être que tu connais, qui est une grosse société aujourd'hui de vente de fonds de commerce. C'est une des plus grosses qui existent en France. Ils ont plusieurs cabinets à l'intérieur de cette société. Et donc j'ai appelé le commercial, je lui ai dit, bon, ils n'embauchent pas chez vous parce que j'ai plus de boulot. Alors il m'a dit, bah, je vais vous mettre en relation avec le responsable des ventes. Donc le responsable des ventes a pris contact avec moi. Il m'a convoqué sur Bordeaux à l'époque, à l'hôtel Mercure, et donc j'y suis allé. On était 7 candidats, et donc il m'a sélectionné. Il y avait une place, et donc j'étais sélectionné. Alors j'étais sélectionné, je l'ai su pourtant, je l'ai su pourquoi 1 an et demi après, parce que la personne donc, qui avait accepté ma candidature m'a dit, d'une part, vous avez été culotté de me dire ce que vous m'avez dit, et c'est vrai que j'y suis allé franc, rien à perdre. Qu'est-ce que tu lui avais dit? Ben, je lui ai dit que je voulais être le premier dans l'entreprise. D'accord. Oui. Donc il m'a dit, bah, écoutez, vous êtes déjà le témoin vivant comme quoi notre entreprise fonctionne, puisqu'on vous a vendu vos 2 magasins. Il m'en avait vendu quand même 2 sur 4. Les autres, je me suis débrouillé à m'en séparer moi-même. Et puis donc j'ai commencé l'aventure. Donc c'était quand même un métier qui était très compliqué puisque j'avais un statut d'agent commercial. J'avais environ 2000 € à 2500 € de frais mensuels qui comprenaient donc les déplacements, autoroutes, hôtels, etc. Et j'avais au départ 4 départements à couvrir, donc qui étaient le Poitou-Charentes, donc le 16, 17, 86 et 79. Où là j'ai appris un vrai métier en fait parce que je me suis ce métier-là, en fait, m'a fait découvrir le monde de l'entreprise. J'étais commerçant et d'un seul coup, je me suis retrouvé, en fait, courtier en fonds de commerce où j'étais là pour vendre les entreprises des autres. Tu vois? Donc, c'était extrêmement intéressant parce que j'ai découvert à travers ce métier tous les métiers. Je passais d'un rendez-vous de quelqu'un qui était mécanicien et puis après, j'allais voir une coiffeuse. Après, j'allais voir un restaurateur. Après, j'allais voir, enfin voilà, tous les métiers qui existaient. Et en fait, comme je voulais être le premier, on m'a dit, tu veux être le premier dans le groupe? Ok, parfait, pas de problème. Donc, tu vas devoir faire des kilomètres. Donc, je dis, pas de problème, moi, les kilomètres, ça me fait pas peur. Donc, moi, j'habite donc en Charente-Maritime, à Saujon à l'époque, donc à côté de Royan. Et j'allais une fois par mois, je prenais ma voiture, j'allais à Narbonne. Le dimanche après-midi, je prenais ma voiture, j'allais à Narbonne. Le dimanche soir, je dormais au Fast Hotel. Je m'en souviens encore. Et le lendemain matin, à 10h, donc j'étais avec un monsieur qui s'appelle Bernard Gibli, que je remercierai toujours de m'avoir accompagné et d'avoir appris ce métier, qui est le boss maintenant, c'est le nouveau directeur du groupe ICF. Et ce monsieur avait 24 ans de métier, 10 départements. Et en fait, c'est ce monsieur qui m'a appris ce métier, passionnant. Et à son contact, j'ai énormément appris. Donc une fois par mois, je faisais ça. J'allais le rencontrer et après, je mettrais en application sur mon territoire ce qu'il m'avait appris. C'était extrêmement intéressant. Alors au début, c'était compliqué parce que, en fait, ce métier, on faisait du one-shot, c'est-à-dire qu'on allait voir des commerçants, on faisait une audit de leur, de leur entreprise. On créait ce qu'on appelait un dossier de valorisation qu'on présentait, nous, aux banques partenaires que nous avions. Et c'est vrai qu'on avait une force de vente qui était extrêmement performante nous avions des accords bancaires sous 10 à 15 jours pour permettre aux acquéreurs de se positionner sur une affaire qu'ils ne connaissaient pas forcément, mais grâce à ce dossier de valorisation, c'était donc le fait de présenter leur activité. Donc, on présentait ce service-là aux clients. Donc, c'était 1h30 d'entretien, à peu près.
On faisait à peu près 400 bandes par jour et 3 rendez-vous par jour. Hein, donc, on ne faisait pas du 7 heures par jour. Hein. Les 35 heures, moi, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout depuis que je suis tout petit. Parce qu'à la campagne, on ne fait pas les 35 heures et ça a continué. Et ça continue encore aujourd'hui. Donc, voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, ça, c'était ton début dans l'IMO à cette époque-là. Oui, j'ai fait ça pendant 5 ans, puisque en 2008, les subprimes sont arrivés. Et là, ça a été le coup de grâce, puisqu'on avait toujours des acheteurs, mais on n'avait plus de financement. Donc j'ai essayé quand même, malgré ça, de me retourner, savoir exactement ce que j'allais faire. Pendant ces 4 années-là, sur mes départements, j'ai cherché à développer du réseau de partenaires, d'agences locales qui pouvaient me permettre également de vendre d'autres fonds de commerce, parce que moi, si vous voulez, parfois, je rencontrais des entreprises qui n'avaient pas forcément un billet de 2000 € à mettre pour essayer de vendre leur affaire. Malgré que c'était une bonne affaire, et j'ai essayé malgré tout de trouver des partenaires. Et là, je me suis rendu compte que il y avait des gens qui comprenaient pas ce que c'était le fait de partager un travail et par la même occasion partager des honoraires. Moi, j'amenais une affaire sur un plateau à des gens, ils comprenaient pas qu'en fait, je leur apportais 50% de leur chiffre d'affaires, et je trouvais ça bizarre. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, j'en ai quand même trouvé quelques-uns, lesquels j'ai fait des affaires. Donc les gens étaient ravis, mais bon, ça s'est arrêté, je commençais à mettre ça en place. Puis en 2009, j'ai dû arrêter parce que j'avais plus de frais que de rentrées. Donc c'était relativement compliqué. Et à partir de là… Fais une petite pause, Yannick. J'ai des questions à te poser. Il faut absolument que je creuse. Le fonds de commerce, moi, c'est ma spécialité depuis tout le temps. D'ailleurs, jeudi, tu vas aimer la formation que je vais faire sur le fonds de commerce. Tu vas sûrement t'y retrouver et tu vas sûrement nous apporter quelque chose dans les fonds de commerce. Mais aujourd'hui, on va parler tout à l'heure, là, dans ce que tu fais aujourd'hui. Combien de temps tu as travaillé dans les fonds de commerce? 5 ans. 5 ans. Et tu as commencé à quelle année en quelle année tu as commencé 2004, j'ai fini en 2009. Tu as fini en 2009. En 2004, en fait, c'était ta première expérience dans l'immobilier. Tout à fait. En tant que commerçant, en tant qu'indépendant. Oui. Oui. Comment tu as passé la barrière du salariat juste avant à l'indépendance? Comment ça s'est passé, ce changement dans ta tête à cette époque-là? Disons que quand on apprend, comment ça s'est passé? Ça, c'est une très bonne question. En fait, quand on n'est pas satisfait d'une manière salariale, où on n'est pas forcément indépendant. Moi, j'étais déjà plus ou moins indépendant dans mon travail parce que j'avais un poste qui me permettait de gérer un peu mon travail. Et puis, ma direction voyait que je le gérais très bien, donc j'avais aucun reproche par rapport à ça. Mais il n'y avait pas de rémunération en conséquence. Donc, je me suis dit, je peux pas, si je veux être indépendant, si je veux gagner plus d'argent, je ne peux pas rester salarié. En étant indépendant, on peut créer sa propre sécurité. Et le fait d'être salarié dans une entreprise, on ne peut pas créer sa propre sécurité. C'est pas vrai. Est-ce que la sécurité, est-ce que l'état d'esprit que beaucoup de gens ont et avec lequel je ne suis pas du tout en accord, est-ce que l'état d'esprit, comme quoi le CDI, ça apporte une certaine sécurité, est-ce que, à ton avis, c'est vrai? Non, pas du tout. C'est une chimère, le CDI. D'ailleurs, ça l'explique très bien. C'est un contrat à durée indéterminée. Indéterminé, ça veut dire que ça peut s'arrêter demain. C'est une fumisterie. Les gens qui croient ça encore aujourd'hui, faut qu'ils se réveillent. C'est pas possible. On ne peut pas avoir une sécurité tant qu'on dépend de quelqu'un d'autre. Je veux dire, on peut pas changer le monde. Après le printemps, il y a l'été. Après l'été, il y a l'automne. Après l'automne, il y a l'hiver. Là, c'est la même chose. On peut pas changer les choses. C'est comme ça. Il y a des gens qui croient encore à ça parce qu'on a été bercé durant la deuxième, depuis un siècle, dans des systèmes pyramidaux hiérarchiques qui aujourd'hui sont en train d'exploser en vol. Donc, les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, un CDI, ça ne sert à rien. Et j'irai même plus loin que ça. Je dirais quelqu'un aujourd'hui qui a un CDI, il a plutôt intérêt à créer sa propre entreprise à côté s'il veut avoir un plan B ou une route de secours. Parce que demain, son CDI peut exploser en vol. Et il y en a plus de 50% aujourd'hui des cadres que je rencontre, etc., dans différents secteurs économiques, qui sont sur des sièges éjectables. Et ils le savent. Et malgré ça, il y a des gens qui font rien. Moi, je dis, tant pis, vous le savez maintenant. Et faites quelque chose. Autrement, vous allez voir, vous allez disparaître. Mais du jour au lendemain, quand même, tu passes du salariat avec un fixe tous les mois, et du jour au lendemain, tu n'as plus rien, et tu as quand même des sorties fixes, comme tu l'as dit, dans les 2000 € quelque chose. Oui. Comment tu as passé la peur? Normalement, il y a eu une peur chez toi où tu n'en as pas eu.
Bah si, il y a forcément une peur, je suis un humain. Mais si tu veux, je suis passé du monde salarié où j'ai créé mes magasins avant d'être sur la route. Donc j'avais déjà, j'ai monté un business plan. Pour te dire, le premier magasin que j'ai monté, j'avais même pas de local. Le commercial, il m'a dit, c'est là qu'il faut que vous soyez. Je suis allé là où il y avait la personne qui était déjà en place. Et je lui ai dit, madame, si je vous trouve un autre local, parce que moi j'ai besoin de ce local pour créer ma boîte. C'est comme ça que j'ai démarré. J'avais pas de local. J'avais une personne qui était là à ma place. Je suis allé la voir. Je lui ai dit, madame, je vous trouve un autre local. Est-ce que ça vous gêne d'être sur un autre local par rapport à votre profession? Ah ben dit non, elle était couturière. Qu'elle soit là ou ailleurs, ça ne la gênait pas. Moi, j'ai besoin d'être là. C'est un emplacement stratégique. Un automate de vidéo, il fallait que ça soit dans des emplacements stratégiques. Donc, j'ai dû employer les grands moyens. J'ai dû mettre ce que j'avais pas. J'avais que 50 000 francs à l'époque d'économie et j'ai tout mis dedans. Donc après, on se dit bon, faut y aller quoi. Donc j'ai créé des partenariats avec des pizzerias, j'ai fait tout un tas de choses pour que le business puisse marcher. Et le business a marché, forcément. Mais je me suis pas posé de questions en fait. Mon business plan était en place et il y avait des gens qui fonctionnaient. Donc je me suis dit il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour moi et je me suis mis à 100% dedans. Voilà. Je vais te dire pourquoi je suis très très content de t'avoir en face de moi pour cet entretien avec les négos aujourd'hui, que tu sois le premier là-dessus. Ce que tu es en train de dire, j'ai l'impression de m'écouter parler et c'est pour ça que c'est très important pour moi de faire ce genre d'entretien. Même si j'essaye du matin au soir de pousser des gens à devenir indépendants, de travailler à la commission et d'oublier le principe du CDI, le fait qu'il y ait une personne comme toi qui le dise, et je suis pratiquement certain qu'il y en a d'autres qui vont dire la même chose, je suis pratiquement certain que l'impact que tu vas avoir sur les gens en disant ce que tu dis, tout simplement parce que tu l'as vécu, ça va être écouté totalement différemment que si je le disais moi, alors que je le dis tout le temps. Mais c'est comme si que moi, je représente un certain type de population, toi, tu représentes une autre. Et toi, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, juste avant le podcast, que j'ai envie que les gens s'identifient à toi. J'ai envie que les gens regardent ton parcours et qu'ils comprennent que d'abord, c'est possible et que la peur de lâcher le CDI, parce que ça, le problème des Français, la majorité du temps, c'est qu'ils sont, et je pense que c'est ça le problème du chômage en fait, c'est que les gens pensent que le CDI c'est la chose qui va les sécuriser, ils pensent que le CDI c'est un contrat, l'argent tombe tous les mois, donc ils ont moins peur, mais en fin de compte ils savent pas qu'il y a 6 millions de chômeurs qui avaient un job juste avant qu'ils soient chômeurs. Et la meilleure façon d'avoir un boulot tout le restant de sa vie, c'est de créer son propre boulot. Et donc, au départ, combien de temps t'as mis pour faire ta première vente en fait dans l'immobilier en tant qu'indépendant dans le fonds de commerce? Combien de temps t'as mis entre le moment où tu as commencé et le moment où tu as fait ta première vente? Même si c'était dans le fonds de commerce, il y a eu quand même certain temps. 3 mois. Parce que si tu veux, on avait deux types de rémunération. On avait une rémunération, lorsqu'on prenait un dossier de valorisation, on était rémunéré, on avait 30% du montant. Donc si quelqu'un mettait 2 000 € sur la table, j'avais 600 €. D'accord? Et puis ensuite, donc voilà, on marquait ce qu'on appelait un marquage, hein, c'est-à-dire quand on faisait un contrat, on appelait ça, voilà, j'ai marqué, on faisait 3 rendez-vous par jour, ça faisait donc 12 rendez-vous par semaine, on faisait 3 à 4 marquages par semaine. Donc ça allait, moi je savais que j'avais un point mort, c'était environ 2 000 € de frais, il fallait que je fasse 3 contrats pour je puisse, on va dire, vivre. Et c'était mes frais. C'était sans compter, en fait, mon loyer, mes charges fixes, autres, etc. Donc, c'était quand même un métier où il fallait se remettre en question, pas tous les jours, toutes les heures, parce que tu repartais sur un autre rendez-vous, c'était encore une nouvelle aventure. Donc, c'était extrêmement difficile. Et j'ai eu souvent des difficultés au début parce que j'arrivais pas, j'étais pas professionnel, c'est-à-dire que j'apprenais le métier. Et en apprenant un métier, on n'est pas performant de suite, donc on rate des occasions de pouvoir gagner sa vie quelque part. Donc c'était assez compliqué. Mais j'avais un partenaire qui était vraiment très chouette et très fort, donc qui me soutenait et qui me coachait. Je l'avais au téléphone après chaque rendez-vous, donc tout à fait au début. Et dans les 3 mois, effectivement, après, ça s'est mis en place. Et la première année, j'étais la 4e vendeur de la partie sud. Et la 2e et 3, après toutes les autres années, après j'étais le 3e vendeur, j'ai jamais pu être le premier.
parce que il y avait lui et puis son frère, c'était les cadors, ils faisaient 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, et j'étais toujours le troisième, j'arrivais pas à passer cette barre-là, mais j'étais quand même, enfin les gens du groupe étaient quand même, j'étais récompensé et par rapport à tous ces efforts et tout le travail que j'avais fourni à cette époque-là. D'après ce que je connais de toi, c'est tout à fait logique cette histoire. Mais au départ, si tu n'avais pas été accompagné, est-ce que tu crois que tu aurais réussi aussi bien? Ah non, c'est impossible. Pas possible. Non. Dans tout métier, il faut être accompagné par des professionnels si on veut réussir. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois à l'apprentissage, le vrai apprentissage, tel que quelqu'un qui apprend le métier de boulanger. Moi, je vous assure, hein, vous voulez monter une boulangerie demain, je vous mets la veille dans la boulangerie, vous n'avez jamais fait de pain de votre vie, le lendemain, ça va être la cata. Et n'importe quel métier, c'est la même chose. Moi, je crois beaucoup à ça. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Il s'est passé combien? 5 ans? Oui. Pendant la vente de fonds de commerce, c'était ton métier pendant 5 ans? Oui. Comment tu as basculé? Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Tu es rentré dans le viager direct? Parce que je rappelle à tous les auditeurs que, en fin de compte, Yannick Poulain aujourd'hui travaille chez Expert Viager. Vous avez eu l'occasion d'écouter le podcast qui vient de sortir aujourd'hui sur Guillaume Attala, justement le directeur de Yannick. Vous avez entendu le podcast avec Thibaut Degromont qui est manager et Christophe Gauthier et Frédéric Hoffman. J'ai fait une série en fait de podcasts avec ces gens-là qui travaillent chez Expert Viager, qui sont des gens très professionnels et qui travaille très très bien. Et Yannick, justement, c'est un des négociateurs du réseau et de l'agence. Donc, on va parler de son époque et de son expérience dans le viager tout à l'heure, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment du fonds de commerce et le moment où tu es rentré chez Expert Viager? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, j'ai fait, c'est-à-dire que quand j'ai quitté Expert Viager, quand j'ai quitté l'Argus du commerce, avec beaucoup de déception, hein, mais voilà, la réalité était là. Pourquoi tu les as quittés d'ailleurs? Pourquoi tu les as quittés d'ailleurs? Je ne pouvais plus travailler, j'avais plus de financement, donc je ne pouvais plus vendre. Et j'avais toujours 2 000 euros de frais par mois, c'était pas possible. Okay. Alors, j'ai dit que je travaille différemment, il faut que je fasse quelque chose. Alors j'avais pensé à me lancer dans le fait de vendre uniquement des beaux commerciaux. Et dans ma région, sur Royan, il y avait déjà quelqu'un qui était déjà bien implanté, etc., qui travaillait bien. Donc j'ai dit, bon, je ne vais pas l'embêter avec ça. Alors je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je ne connais pas l'immobilier traditionnel. Je vais voir un petit peu ce qui se passe. Donc je suis allé à la bourse de l'immobilier, à côté de chez moi, j'y suis resté 3 jours. Quand j'ai vu comment ça se passait, j'ai dit non, ça ne va pas du tout. Donc je suis parti. Et après, donc j'avais eu la chance. Pas si vite, Yannick, 2 minutes. Fais des pauses. Si je te laisse parler, tu vas parler pendant 3 heures sans que je place un mot, sans que je te pose des questions. Moi, mon objectif, c'est vraiment de décortiquer un peu ta vie. De toute façon, ça ne va pas être le seul podcast qu'on va avoir ensemble parce que, comme je l'ai dit à d'autres personnes, c'est que j'ai envie de rentrer au fin fond de votre vie, dans votre façon de fonctionner, dans votre façon de parler, dans votre démarchage, tous les aspects de votre métier. J'ai envie de les décortiquer au fur et à mesure du temps qu'on va faire des podcasts ensemble. C'est le premier qu'on va faire ensemble, Yannick, mais comme je l'ai fait avec les autres et comme je vais continuer à le faire avec chaque personne qui commence les podcasts avec moi, c'est tout d'abord, je veux découvrir ta personnalité. Parce que si jamais on parle maintenant de ton métier d'aujourd'hui, voilà comment tu démarches, comment tu prospectes, alors que ça fait des années que tu es dans le métier, les gens ne vont pas comprendre les petites astuces que tu peux expliquer. Moi, j'ai envie que les gens comprennent ton parcours, comment tu es arrivé à cette décision. Si aujourd'hui, moi, je démarche d'une certaine manière les gens, c'est parce que ça fait 15 ans que j'ai démarché d'une autre manière. Et donc, j'arrive à une certaine conclusion aujourd'hui qui est bonne pour moi. Mais une personne qui veut essayer de copier exactement ce que je fais aujourd'hui, essayer de dire les mêmes mots que je dis aujourd'hui, elle va se planter parce qu'elle n'est pas moi déjà et elle n'a pas toute l'expérience que j'ai. Et moi, ce que j'ai envie de faire avec toi maintenant et avec toi dans le futur, dans les futurs podcasts, c'est justement d'amener les gens à comprendre comment tu arrives à faire ce que tu fais aujourd'hui. Mais si jamais on leur explique seulement l'épisode d'aujourd'hui, ils vont rien piger. Par contre, si on leur explique comment tu es arrivé à ça, du début jusqu'à la fin, c'est quoi les étapes dans ta vie, ça va être un peu plus clair et les gens vont comprendre et ils vont pouvoir voir. C'est-à-dire qu'un négociateur débutant aujourd'hui qui ne te connaît pas et qui n'a pas encore commencé l'immobilier, il regarde maintenant le parcours de Yannick Poulain. Qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que tu étais salarié. Il remarque que tu t'es lancé dans la création d'entreprise, tu étais entrepreneur, c'est pour ça que j'ai marqué juste en ton prénom et ton nom entrepreneur, parce que c'est ça que tu es. Et juste après, tu as commencé la négociation, tu as commencé à faire des ventes, et après, tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. On n'a pas encore parlé de ça, mais moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent être inspirés par un parcours tel que le tien et qu'ils soient conscients que d'abord, c'est possible de réussir dans l'immobilier, parce que
chaque négociateur nouveau que je peux recruter aujourd'hui ou que j'ai eu des entretiens hier ou avant-hier, la semaine dernière ou l'année dernière, les gens ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur de l'échec. Ils ont plus de peur de rater plutôt que d'envie de réussir. Et ce sont des blocages bizarres. Et moi, j'ai envie de les inciter à se lancer et d'enlever les peurs. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est pas de leur dire, moi, Daniel, tiens, je t'explique, ça va marcher. J'ai compris avec le temps que c'est pas suffisant. Et ce qui marche, c'est de leur montrer les exemples. Le changement, il vient de l'intérieur, il vient de la personne. Moi, tu me poses ce genre de questions. Moi, si tu veux, pourquoi je suis passé, pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, faut que tu donnes un sens à ta vie. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Je veux dire, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi? Donc, à partir de là, il faut regarder dans le monde dans lequel on évolue. Il y a énormément de livres aujourd'hui, parce que le problème, pourquoi les gens ne font pas les choses? Moi, c'est ce que j'ai découvert. Pourquoi aujourd'hui je suis capable de faire des choses que je ne faisais pas avant? Parce que j'ai acquis de la confiance en moi. Et le problème des gens qui ne veulent pas entreprendre, c'est pas qu'ils ne veulent pas entreprendre. Ils n'ont pas suffisamment de confiance en eux. Et malheureusement, la confiance en soi, on ne peut pas l'acheter à l'épicerie du coin. Bonjour monsieur, je voudrais 5 kilos de confiance en soi. Ça n'existe pas. Donc, il faut qu'on puisse se la créer seul, cette confiance en soi. Et de là, eh bien, il y a des bouquins qui existent. Donc, moi, j'ai un programme de lecture aujourd'hui. Je lis une demi-heure tous les matins, une demi-heure tous les soirs. Donc, ça me fait à peu près une douzaine de bouquins relativement dans l'année. Et avec ça, alors, c'est des bouquins sur tout. Ça peut être des bouquins sur, moi j'adore tout ce qui est énergie renouvelable, je regarde tout ce qui est énergie renouvelable. Après, je regarde tout ce qui est le marché, l'immobilier, le développement personnel, tout ce qui est les bouquins sur la vente, sur les négociations, sur tout ça. Aujourd'hui, on a des vidéos, on a des supports. En fait, il y a tout un travail invisible qu'il faut faire sur soi. Vous savez, on est un petit peu, moi je prends toujours l'exemple des gens qui font du cirque. Quand on regarde les gens qui font du cirque, on voit un spectacle merveilleux d'habileté d'une personne. Mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est tout le travail, 8 heures par jour, à faire ces exercices-là, et ça, on ne le voit pas. Pourtant, ils existent. Et quelqu'un qui réussit aujourd'hui, quel que soit le domaine, il y a tout ce travail invisible qu'il faut faire. Alors, c'est un travail personnel. Alors, soit on est coaché pour pouvoir aller plus vite, soit moi, je me suis quelque part un petit peu pris en main parce que j'avais pas le choix, j'avais pas forcément de coach pour pouvoir m'aider à ce niveau-là, et j'étais faire mes propres recherches moi-même. Alors aujourd'hui, j'ai quelqu'un comme toi, et puis j'ai d'autres personnes qui aujourd'hui sont quelque part des mentors, qui m'aident en fait à me développer personnellement, parce que tout est le fait de se développer personnellement. On ne devient pas et on n'est pas, quand je vois des gens par exemple qui font des conférences, qui ont un micro dans les mains pendant toute la journée, ils sont pas nés avec un micro. Heureusement pour leur maman. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le gars, il est devenu comme ça. Il est devenu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé là-dessus. C'était ce qu'il voulait faire. Et moi, je crois que les gens aujourd'hui n'ont pas suffisamment d'envie de faire ce qu'ils ont envie de faire, ou ils ne savent pas vraiment quoi faire. Et je pense que la question, c'est pas de comment, c'est savoir pourquoi. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'aurais envie de faire ci? Pourquoi j'aurais envie de faire cela? Et je crois que c'est ça la vraie question. Et moi, à un moment donné, je me suis posé ces questions-là. Je me suis dit, je suis à l'usine, dans du bruit, voilà, je faisais de la soudure, etc. Je ne vais pas rester toute ma vie à faire ça. Je vais mourir là-dedans. Il faut que je trouve une porte de sortie. Comment je fais? J'évolue dans l'entreprise. Au bout d'un moment, on peut plus évoluer. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait autre chose. On cherche à faire autre chose. Et j'ai dit, tiens, je vais monter un business qui fonctionne 24 heures sur 24. Comme ça, pendant que je dormirai, je gagnerai de l'argent. Voilà, donc c'était une idée intéressante. Et ça fonctionnait comme ça. J'ai gagné ma vie avec ça. Et après, j'ai dit, je vais faire de l'immobilier parce que ça s'est mis de cette façon-là. Et j'ai commencé à mettre des gens en place, des réseaux, pour pouvoir démultiplier mon temps, démultiplier mon argent, un petit peu comme mes machines. Mais ça n'a pas fonctionné tout de suite comme ça. Bon, voilà, c'est la vie. Mais ça ne fait rien, j'ai continué et je continue d'avancer. J'adore t'entendre parler parce que tu prononces des phrases, tu dis des mots et que je répète tous les jours, tout le temps. Et j'adore ce que je fais avec toi maintenant. J'adore ce que je fais avec toi maintenant. C'est tellement excitant de t'entendre parler. J'espère réellement. Non, sérieusement, parce que c'est exactement pour ça que j'ai décidé à un moment donné de faire ces entretiens. J'ai beau faire du matin au soir du coaching, de la formation à des milliers de personnes. J'ai trouvé, je pense, le meilleur moyen de motiver les gens et qui n'est pas dépendant de moi.
C'est-à-dire de mettre des gens comme toi en avant, comme Thibaut, comme Christophe, comme plein de gens, parce que c'est vous qui avez lancé avec moi ces podcasts, et je suis très fier de ça, et je vous remercie énormément de participer avec moi à ça. Mais en fait, je fais même pas ça pour moi en réalité. Ce que je fais avec toi maintenant, c'est pour les gens qui vont t'entendre. Et j'adore ce que tu es en train de dire maintenant, et j'espère tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'écouter, et je vais tout faire pour que ça soit. Donc, il y a eu un passage à un moment donné où tu as passé du fonds de commerce et tu es passé à l'immobilier traditionnel, c'est comme ça que tu as fait? Oui, tout à fait. Tu as bossé chez qui en premier dans le traditionnel? Bourse de l'immobilier. C'est quoi la différence principale entre la vente de fonds de commerce et la vente de traditionnel? Ah bah, c'est pas du tout le même métier, c'est pas le même produit. Est-ce que c'est plus compliqué? Non, c'est de la rigolade. Qu'est-ce qui est de la rigolade? Le classique, si tu veux, sortant du fonds de commerce où tu as besoin d'étudier une entreprise, sa structure, son emplacement, la masse salariale, les achats, enfin, on va dire toute la complexité d'un bilan d'entreprise, on passe le fait d'ouvrir des portes et des fenêtres. Je veux dire, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même métier. Donc, ça a été facile pour toi le lancement dans le traditionnel? Oui. Ouais. Ça a été facile, mais ça a été perturbant quelque part pour moi. Pourquoi? D'abord parce que tu avais sûrement une différence de clientèle flagrante. Comment? Qu'est-ce que ça dit? J'ai dit, étant donné que c'était pas le même métier, il a fallu que je m'adapte en fait, parce que la méthode de travail n'était pas la même. Et puis voilà, donc la méthode de travail n'était pas la même. Les clients sont différents. Les clients sont différents. Je me suis rendu compte que les gens ils savaient pas ce qu'ils voulaient en fait. Alors que moi, quand je vais voir des entrepreneurs, le gars il sait ce qu'il veut. Voilà, donc c'est pas du tout le même métier, c'est pas le même produit. Donc à partir du moment où on change de produit, pour moi, un produit c'est un métier. Un produit correspond à un métier. Donc c'est voilà. Je suis resté 3 jours à la bourse de l'immobilier. J'ai dit bon, allez, ça va. J'ai dit, pourquoi t'es resté 3 jours? Bah parce que ça n'allait pas quoi. Dis-moi qu'est-ce qui allait pas? Bah pour moi, je me voyais pas je me voyais pas travailler de cette façon-là. Déjà, bon, au niveau du contrat, il me donne un contrat, je gagne une misère. J'attendais, mais vous me donnez quoi là? C'est un acompte fin de mois ou c'est quoi? Non, je travaille pas comme ça, moi. Moi, si je rentre un bien et je le vends, je prends 100% de com, autrement je m'en vais. Donc ils m'ont dit, écoutez, on va pas pouvoir travailler ensemble. Ben, j'ai écouté, ça tombe bien, moi non plus. Et je suis parti. Donc, et je suis parti. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'avais un copain que j'avais rencontré à l'Argus du commerce qui avait créé un réseau qui s'appelle dans le sud de la France. Et il m'avait dit, écoute, si tu quittes un jour l'Argus du commerce, je te réserve ton secteur là où tu es parce que j'ai pas de négo. Je dis si tu veux, donc je l'ai appelé. Il m'a dit, ben, ta place est là, tu peux y aller. Et donc j'ai commencé tout seul dans mon secteur à faire de l'immobilier traditionnel alors que j'avais pas appris de métier. Donc j'ai dû l'apprendre tout seul à mes dépens. J'ai pas de coach là, pas de coach, pas de formation, rien. Donc, combien de temps c'était ta première vente dans le domaine? Ouh là, ça a été long, mon ami. Là, ça a été très long. Et je me suis spécialisé, en fait, tout à fait au départ sur les terrains. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça, les terrains. J'ai dit, tiens, je vais me mettre là-dedans. Et j'ai été voir les constructeurs. Enfin bon, j'ai fait tout un travail de fond de fourmi. J'étais vendre ma goule un peu quelque part, comme on dit. Hein. Faut les serrer les mains, faut les rencontrer les gens. Et à l'ancienne, hein, forcément, c'est comme ça que ça marche le mieux, je pense. Enfin, en tout cas pour moi. Et j'ai commencé à chercher des terrains et j'ai vendu des terrains. Donc, c'était pas des grosses commissions, mais au moins, ça m'a permis de mettre un peu d'essence dans la voiture et de payer mes factures. Et puis ensuite, j'ai commencé à trouver des constructeurs, des gens qui me faisaient confiance. Et puis, je me suis mis à rechercher quelque chose d'assez stratégique que les autres ne faisaient pas. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver des terrains qui étaient où il n'y avait pas de sortie, pas d'entrée, rien du tout, en plein milieu de nulle part. Et là, pour moi, c'était des dossiers extrêmement complexes. Mais quand ça sort, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai fait ça un certain temps. Et puis ensuite, j'ai dit, tiens, ça n'allait pas très bien avec ce réseau-là. J'ai quelqu'un qui m'avait appelé, qui a été une personne qui a créé le mandat exclusif chez Capifrance, et qui m'a appelé, qui m'a dit, je serais bien content que tu sois dans mon équipe parce que je veux développer la branche commerce dans son réseau. Et donc, il m'avait appelé plusieurs fois. Je me suis dit, oui, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans le commerce ou pas?
Je savais pas trop. Et du coup, j'ai dit oui. Donc, j'ai pris un billet d'avion. Je suis allé le rejoindre là-bas 2 jours dans le sud de la France. C'était toujours pas tout à fait au même endroit, mais c'était sur Nice. Donc, j'ai rencontré ce monsieur. On a discuté. Et puis, du coup, je suis rentré dans l'IMO traditionnel. Je voulais pas faire du commerce. J'ai dit pas pour le moment. Je veux que tu m'apprennes. Là, il y avait une méthode de travail. Il y avait des formations, etc. Donc là, j'ai beaucoup appris en peu de temps, en fait. Et c'est ce qui m'avait manqué, en fait, au départ. Donc j'ai continué toujours un peu mes histoires de terrain, mais j'ai commencé à vendre quelques maisons. J'avais pris quelques maisons et donc voilà, bon, maison, pour moi, c'était pas très excitant. Vous voyez, il n'y a rien d'excitant à ça. Il y avait beaucoup de monde sur le marché. Il faut savoir que sur nous, notre région, des 25 000 habitants, il y a 90 agences répertoriées sur les pages jaunes, sans compter les agents mandataires. Donc, autant te dire qu'il y a un petit peu de monde sur le secteur. Tonne de concurrence. Vraiment, énormément. Alors, comment tu as fait pour sortir ton épingle du jeu? Eh bien, comment j'ai fait? J'ai travaillé. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je sorte de ce secteur-là, parce qu'il y a trop de monde, et je ne gagnerai pas ma vie avec ça. Alors, c'est ce que je me suis dit. Et encore une fois, j'ai dit, il faut que je trouve une niche, il faut que je trouve quelque chose. Et j'ai une de mes filles qui, elle, travaillait dans le domaine médical et qui est partie dans le domaine de l'EHPAD, donc s'occuper des personnes âgées. Et puis, avec plusieurs échanges, on va dire, familiaux, lors de déjeuners, etc., elle me dit, toi, papa, qui est dans l'immobilier, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour les gens? Parce qu'elle dit, on a une liste d'attente énorme dans les maisons de retraite. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, on fait des saisies auprès des enfants, etc. Et de là, je me dis, je sais pas, faut que j'y réfléchisse, peut-être que je peux faire quelque chose. Et petit à petit, je me suis mis ça dans la tête quelque part, il fallait que je trouve quelque chose pour pouvoir aider les personnes âgées, en fait. Donc tout ce côté humain que j'ai quelque part est ressorti et je suis parti dans ce sens-là. Et puis la chance a voulu, ou je sais pas, j'ai rencontré un jour un monsieur qui s'appelle Christophe Gauthier, qui est venu faire une présentation viager dans un réseau auquel j'appartenais à l'époque, qui m'avait eu toutes ces formations-là. Donc on se réunissait une fois par semaine à faire des formations, des briefings et des briefings, etc., pour avoir de l'aide sur le terrain, toute l'équipe. Et là, il fait une présentation du viager. Et là, en fait, j'ai vu la possibilité de pouvoir aider ces personnes âgées. En fait, c'est ce que j'ai vu. Laisse-moi placer une phrase. En petite parenthèse, et Christophe Gauthier, justement, j'ai fait un podcast avec lui il y a une semaine. D'ailleurs, vous allez avoir le lien dans la description pour écouter justement son parcours à Christophe. Vas-y, continue. Alors, donc, il t'a fait la présentation du viager. Voilà, il a fait la présentation du viager et puis il a laissé ses cartes à tout le monde. Et puis, moi, du coup, là, en fait, ça a été une révélation pour moi. C'est-à-dire, je me suis dit, voilà le moyen, voilà comment je vais pouvoir faire pour aider les personnes âgées. Et de là, suite à la réunion, aussitôt, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Christophe Gauthier et je lui ai dit, le viager, je veux faire du viager, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite. C'était tout de suite. Moi, quand je suis parti sur quelque chose, il faut que ça soit tout de suite, c'est pas dans 8 jours. Donc, il m'a dit, il faut qu'on se voit. Donc, on s'est vu. Et puis, il m'a expliqué un petit peu. Il m'a dit, voilà, on va se voir, je vais t'expliquer tout ça. Et puis, il dit, tu peux démarrer quand? Je dis maintenant. Donc, il me dit, d'accord. Donc, parallèlement à ça, je faisais toujours de l'immobilier traditionnel. Et j'ai pris donc une carte de viager auprès d'experts viagers. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Tout simplement. Et je me suis intéressé à ça. J'ai passé beaucoup de temps avec Christophe à lui poser des tas de questions parce que ça, je l'ai embêté et je l'embête encore. Mais voilà, je suis quelqu'un qui veut savoir, j'aime bien apprendre et j'apprends toujours. C'était il y a combien de temps? Il y a combien de temps que tu as commencé exactement chez Expert Viager? Comment? Il y a combien de temps tu as commencé chez Expert Viager? Alors, il y a combien de temps? On est en 2018, je crois que c'est en 2014, je crois. Donc, ça fait 4 ans que tu fais du viager à temps plein? Non, ça fait moins que ça. À plein temps, ça doit faire 1 an et demi, je crois, 1 an et demi, 2 ans, pas plus, je pense pas. D'accord. En regardant en arrière, 2 secondes là, on est aujourd'hui en 2018, le 28 février en 2018, tu regardes en arrière, à combien c'était important pour toi, c'est-à-dire à combien la décision que tu as pris, à cette époque-là de décider de rentrer dans une niche qui est le viager, à combien cette décision a été importante?
Le fait de te J'ai pas compris la spécialiser. question. À combien la décision que tu as prise, la décision que tu as prise ou que tu as pris, la décision que tu as prise, la décision que tu as prise il y a 4 ans, en 2004, tu m'as dit. À quelle année tu as commencé, tu m'as dit, le viager? Il me semble que c'est en 2014, mais je faisais en parallèle, si tu veux. Je faisais pas, j'étais pas à plein temps dans le En viager. 2014, tu as décidé de te lancer dans le viager. La décision que tu as prise à cette époque-là, à combien elle était importante en fait, de te spécialiser dans un domaine, dans une niche? Ah bah oui, parce que là, d'un côté, si tu veux, j'ai vu que je pouvais me spécialiser, effectivement, et d'un autre côté, je dis, voilà, je vais pouvoir trouver une solution financière auprès des personnes âgées dont ils ont besoin. Et pour moi, en fait, c'était la cerise sur le gâteau, tout ça. Pour moi, je me suis dit, voilà, je vais pouvoir aller sur un marché où il y a peu de monde. Alors, j'ai regardé, je me suis renseigné, je dis 1% de vente, ça ne fait pas grand-chose quand même. J'ai faut que je garde quand même de l'immobilier à côté, parce que je me disais, en faisant de la prospection, je vais peut-être pouvoir trouver également des personnes qui peuvent correspondre au profil du viager. Donc c'est pour ça qu'à pendant un moment donné, j'ai gardé cette carte que j'avais parce que je suis toujours agent mandataire. Hein, moi, je suis pas agent immobilier. Je travaille avec la carte d'une personne. Ça me dérange pas. Au contraire, moi, je suis un indépendant, donc j'ai une carte ou pas de carte. Pour moi, ça ne change rien du tout. Mon travail est le même. Voilà. Pour moi, c'était quelque chose d'important de trouver cette solution-là. Maintenant, le fait de se spécialiser, c'est important ou pas? C'est-à-dire, si jamais tu devais donner un conseil à un négociateur qui commence l'immobilier aujourd'hui, où tu lui dirais d'aller? Dans le traditionnel, dans le fonds de commerce, dans le viager ou ailleurs? Où est-ce que tu… Quel conseil En fait, tu lui donnes? c'est-à-dire, parce qu'il y a des gens qui sont plus aptes ou qui ont plus. C'est tout ça, c'est une histoire de pourquoi et d'envie. Qu'est-ce que la personne a envie de faire? Il faut déjà qu'elle puisse prendre conscience du marché immobilier. Quels sont les secteurs immobiliers aujourd'hui qui existent? Et en fonction de ça, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Vers quel secteur elle a envie d'aller? Après, moi je crois à une chose, c'est la spécialité. D'ailleurs, un spécialiste gagne plus qu'un généraliste. Dans le monde de la médecine, oui. Un médecin généraliste, il gagne moins d'argent qu'un spécialiste. T'es pas en train de répéter ce que je dis tous les jours, là, ou quoi? Non, parce que ça, je le disais avant toi, mon ami. Ah oui, vu que c'est l'âge. Donc, ouais. T'as combien d'années de différence entre toi et moi? Combien il y a d'années de différence? T'as quel âge? Tu m'as dit 52? Ouais. D'accord. Ouais, donc tu as l'expérience, disons que c'est possible que tu as la priorité sur certaines de mes phrases. C'est possible. La problématique des gens, si tu veux, aujourd'hui, c'est qu'ils ramènent tout à eux-mêmes. Et c'est ça le problème. Dans leur manière de travailler, je parle. Hein. Et donc aujourd'hui, je rencontre encore des gens, quand je leur propose, en fait, même des agences immobilières aujourd'hui, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire un partage d'honoraires. Aujourd'hui, vous avez des clients, vous avez des mandats que vous pouvez transformer en viager libre ou en vente à terme. Et vous ne voulez pas le faire. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire que l'argent que je peux vous apporter avec mes clients ne vous intéresse pas. Ça veut dire que demain, le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir réaliser ne vous intéresse pas non plus. Et c'est ça le problème. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Alors, peut-être que les mentalités… C'est les Français, c'est les agences immobilières. Les agences immobilières françaises, je te donne mon point de vue là-dessus, et je travaille avec beaucoup plus d'agences immobilières que toi parce que je fais des formations à des milliers d'agences immobilières toute l'année, et je t'assure que c'est un état d'esprit, ça. L'état d'esprit de vouloir être chacun de son côté et ne pas partager les affaires avec les autres, c'est un état d'esprit. C'est ça qui fait la différence entre le marché français et le marché américain, par exemple. Et ce que tu dis, c'est un point très important. C'est ma bataille tous les jours. C'est pour ça que j'essaye de monter des réseaux. C'est pour ça que j'essaye de faire que les gens soient fédérés autour d'un projet, d'un concept, pour justement les aider à partager beaucoup plus facilement. Mais en fait, l'histoire, c'est… Même si c'est un état d'esprit, je ne pense pas que ce soit l'état d'esprit vraiment de base et profond que les gens ont. Je pense tout simplement qu'en France, les gens ont du mal à partager des affaires avec des gens qui ne connaissent pas. Ils ont du mal à partager 50-50 avec quelqu'un qui ne connaissent pas, qui n'ont pas rencontré. Tu remarques très bien que c'est plus facile pour toi de faire une vente en 50-50 avec un gars à qui tu prends un café de temps en temps qu'avec une agence avec laquelle tu n'as pas fait quoi que ce soit avant. Hein. Tu rentres, dis bonjour, j'ai un client pour vous. Ils vont te dire non parce qu'ils ne te connaissent pas. Et en fait, la difficulté en France, c'est que les gens sont un peu… ils ne sont pas extravertis. Ouais, ils sont fermés. Et ils ont du mal à aller vers l'autre. C'est ça le problème de base. Et c'est pour ça que ce que j'essaye de faire tous les jours, tout le temps, que ce soit au B-Morning, que ce soit en formation, que ce soit en podcast, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans le réseau, que ce soit… J'essaye tout le temps de créer des situations
où les gens vont se rencontrer autour d'un café, autour d'un bière, autour d'un bowling, autour d'une bière, pour justement faciliter ces échanges. Parce que c'est ça qui manque. Et voilà, je suis d'accord avec toi à 100%. Et je sais que beaucoup d'agences immobilières, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hier dans le podcast avec Guillaume Attala, justement, on a parlé de sa façon d'aborder le partenariat avec les agences immobilières. On a même parlé de rémunération. Parce que la rémunération, c'est une chose, mais les gens ne vont pas faire affaire avec d'autres s'ils ne se connaissent pas. C'est normal, tu ne vas pas me partager avec moi 5 000 euros, 2 500 euros chacun, ou 15 000 balles, ou 30 000 euros, si tu ne me connais pas. Tu dis pourquoi je vais lui donner la moitié de mon chiffre d'affaires. Et il suffirait tout simplement d'une poignée de main, d'un café et d'un repas ensemble pour que les choses se décantent et que ça se passe mieux. Voilà, ça c'est le travail qu'on doit faire. Alors que dans certains pays, c'est automatique ça. Il n'y a pas les Américains, ils vont se dire ah, toi, tu me ramènes 10 000 euros. Non, ça n'existe pas, ça. Tout de suite, ils vont dire combien tu veux prendre sur les 10 000. Donc, l'état d'esprit est différent ailleurs. Si jamais tu regardais en arrière, non, tu sais quoi, imaginons que celui qui t'écoute là tout de suite, c'est un négociateur débutant qui commence l'immobilier demain matin. Quel serait le premier conseil que tu lui donnerais pour qu'il réussisse plus rapidement son intégration dans l'IMO? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire en premier? Écouter, apprendre. Ça, c'est un très bon conseil, je pense. Ça, c'est certain. Je ne peux pas développer plus. En fait, quelqu'un qui veut apprendre un métier, moi, je parle toujours de la base. Comment on apprend un métier? On apprend à faire. Après, on fait. Et après, on fait faire. Mais voilà. Donc, il faut apprendre. Donc, s'il y a un mec qui est bon en face, il rentre dans une agence, il peut tomber sur un gars qui n'est pas forcément bon, qui va le coacher, qui va le manager. Mais ça ne fait rien. Le peu qu'il aura appris, il l'aura appris. C'est apprendre et mettre en application. Et débriefer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans ta vie aujourd'hui, en tant qu'indépendant, dans ton parcours? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais autrement? Est-ce qu'il y a des choses que je referais autrement? Je ne sais pas, je ne me suis pas trop posé la question. En fait, oui, je suis... C'est pour ça que je la pose. Ouais, non, mais je ne sais pas, peut-être, oui, sûrement, je fais sûrement des choses d'une manière différente, oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu changerais là maintenant? Qu'est-ce que tu rectifierais pour arriver un peu plus loin que là où tu es aujourd'hui, à moins que tu sois content de ton parcours? Bon, on ne peut pas être forcément toujours mécontent, mais on ne peut pas être non plus content. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on a fait, il faut se contenter faut faire plutôt ce qu'on a envie de faire et continuer d'avancer, à mon sens. Alors, je vais te poser la question qu'est-ce que tu aurais voulu avoir comme qualité ou quelle est la chose que tu as travaillé sur toi pendant toutes ces années qui a fait ton succès aujourd'hui dans ce que tu fais aujourd'hui dans le viager, que tu aurais voulu travailler un peu plus tôt? L'apprentissage. Apprendre. Moi, j'étais un rebelle. Je voulais pas ceci, je voulais être à l'école. Voilà, ce qui me plaisait, je travaillais. Ce qui me plaisait pas, je faisais pas. J'étais quelqu'un, je suis né à, comment on appelle ça aujourd'hui, les hyperactifs. Donc, je faisais partie de ces gamins-là, en fait. Donc, très difficile à canaliser, voilà, rebelle, colérique, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Donc, il a fallu que j'apprenne dans la vie de tous les jours à pouvoir déjà écouter les gens, apprendre. Donc, aujourd'hui, j'ai soif d'apprendre et j'ai appris beaucoup plus dans ma vie professionnelle qu'à l'école. Parce qu'à l'école, ça m'emmerdait l'école. Ça, pour moi, ça me servait à rien. C'est ce que je disais au professeur. Je dis, ce que vous allez me dire, là, ça va me servir dans la vie, ça? Je ne crois pas, non. Donc, forcément, ils n'aimaient pas qu'on leur dise ça. Mais moi, je ne pouvais pas me fermer ma bouche. Donc, je leur disais. Alors, c'était compliqué. Aujourd'hui, tu fais combien de ventes par an? L'an dernier, j'ai dû faire 10 ventes. 10 ventes? Tu nous dis combien ça représente le chiffre d'affaires ou pas? Ouais, ça représente 100 000 euros à peu près. D'accord. Combien de temps t'as mis pour faire ce type de chiffre d'affaires? Un an. Non, mais je sais. Oui, je sais que ça. Bah oui, c'est pas ça la question que je te pose. Je sais que le chiffre d'affaires annuel, c'est 1 an. Je le sais, ça. Voilà, tu poses une question simple. Non, mais pour arriver à... Parce que c'est bien 100 000 euros par an. La question, c'est combien de temps tu as mis pour arriver à faire d'une manière régulière 100 000 euros par an? C'est ça ma question. C'est pas d'une manière régulière. Moi, ça fait juste 2 ans, à peine 2 ans, si tu veux, que je fais du viager à plein temps maintenant.
Combien de temps? C'est beaucoup de travail aussi. C'est qu'il y a tout ce Tu as quand travail même 15 ans invisible. de carrière derrière toi. Hein. Pardon? Tu as quand même 15 ans de carrière derrière toi, voire plus. Ça fait combien de temps que Ouais, tu non. fais de l'immobilier en tant qu'indépendant? Depuis quelle année tu m'as dit que tu t'es lancé dans le fonds de commerce? 2004. 2004? Ouais. Ça... Dans l'immobilier 2004, ouais. Ça fait déjà pas mal d'années, ça fait 14 ans que tu bosses Oui. pour arriver à ça. C'est pas mal du tout. Euh, Bah, est-ce surtout que que j'ai changé de métier entre les deux. En passant du fonds de commerce, du traditionnel et puis du viager, ça fait quand même pour moi 3 métiers parce que c'est 3 produits différents. quelle est la difficulté pour toi dans ton métier d'aujourd'hui, dans le viager? Quelle est la plus grosse difficulté que tu as? De trouver des vendeurs. Ça, c'est ta plus grosse difficulté? Oui. En fait, pourquoi c'est une difficulté? Parce qu'il faut les démarcher? Bah, disons que nos clients vendeurs ne sont pas forcément connectés sur Internet, n'utilisent pas forcément les médias qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, c'est plus compliqué de les trouver. Et puis, il y a toujours ce tabou un petit peu sur le viager. C'est une génération également qui ne parle pas de leurs affaires, à leurs amis, leur entourage. Donc, faut que ça reste discret, ce genre de choses. Souvent, les personnes me disent, j'espère que vous n'allez pas mettre de panneaux sur la maison. Bien sûr que non, madame. Vous voyez, comme les autres agences, ils veulent que ça soit discret. Donc, par rapport à tout ça, c'est un petit peu le problème qu'on rencontre aujourd'hui, enfin que moi je rencontre aujourd'hui en tout cas, c'est d'avoir des vendeurs. Parce que même en faisant de la prospection, là où on sait qu'ils sont, etc. Donc moi j'ai décidé de travailler un petit peu différemment maintenant. Je vais voir les clubs des aînés. Je vais les voir, j'amène une bouteille, je prends la galette, je discute avec eux et voilà, je passe un peu de temps. Et puis je mets un petit peu voilà, je leur donne un petit papier. J'emmène ma carte de visite si vous voulez un jour une information sur le viager, ça peut peut-être aider quelqu'un de votre famille, etc. Je ne les mets pas forcément face à eux-mêmes comme ça, mais je leur mets une graine dans la tête. Voilà, donc tout ça, c'est du longue haleine. Hein. Les gens, il faut qu'ils vous voient. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un petit journal local où ils ont la possibilité de me voir, de voir ma bouille, parce que c'est important. J'avais eu cette idée-là lors de la publication, parce qu'en fait, les personnes âgées ont besoin d'être rassurées. Et souvent, quand je vais voir des clients, ils ont découpé la photo du journal et elle est sur la table quand j'arrive. Vous voyez, c'est rigolo. Ça veut dire que, alors je dis, vous avez vu, c'est bien moi, hein, je n'ai pas besoin de sortir ma pièce d'identité. Alors je dis ça en rigolant. Ils disent, non, non, c'est bon, c'est bien vous. Et ça les fait sourire. Mais ça les rassure. Tu pourras bientôt leur envoyer des vidéos. Voilà, donc je vais pouvoir leur envoyer des vidéos, mais ça va être génial. Mais bon, voilà, non, je pense que oui, c'est un travail de longue haleine pour pouvoir avoir des vendeurs. Et il faut s'y tenir régulièrement. Écoute Yannick, ça fait 1 heure qu'on parle. J'ai adoré la discussion qu'on a eue et je t'assure et je te promets que ça va pas être la dernière parce qu'on va faire d'autres rendez-vous avec toi parce que ce que j'ai envie de faire dans les futurs podcasts avec toi, c'est de rentrer en profondeur dans l'aspect de ton métier. Encore une fois et toujours pour justement expliquer la difficulté que tu as à faire ton métier et surtout les avantages que les vendeurs pourraient avoir dans le futur de travailler avec toi et uniquement avec toi parce que tout le principe de ce métier-là, c'est l'aspect relationnel. Et je sais que si les gens te connaissent un peu mieux demain, grâce à ce podcast ou grâce à des autres choses qu'on va faire, ça va te faciliter la vie aussi pour faire entrer les affaires dans le futur. D'abord, j'ai adoré cet entretien. J'espère vraiment qu'il va inspirer les gens. Et pour tous ceux qui nous écoutent là maintenant, ou pas maintenant tout de suite parce que c'est pas en live, mais qui vont écouter le podcast, n'hésitez pas du tout à contacter Yannick sur les coordonnées que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Rentrez en contact avec lui, échangez avec lui, posez-nous des questions en commentaire sur la vidéo qui va être retransmise en podcast sur toutes les plateformes, mais aussi sur YouTube. Comme ça, vous pourrez aussi voir sa bouille et la mienne si ça intéresse qui que ce soit. Mais j'aime bien faire dans les deux. Alors, je sais que si jamais il y a des personnes qui écoutent et qui me disent oui, mais c'est une très mauvaise technique de diffuser sur YouTube et sur podcast tout en même temps. Parce que mon but à moi, c'est pas spécialement de chercher les vues, c'est pas spécialement d'avoir des millions d'abonnés. Ce qui m'intéresse, c'est que le contenu soit diffusé. Donc, mon but à moi, c'est que le maximum de personnes puissent connaître Yannick, puissent connaître sa personnalité et sa façon de travailler. Donc, l'audience, les podcasts, les vidéos YouTube, c'est pas mon métier du tout. Mon métier, il est ailleurs. Mon but à moi, c'est de faire découvrir au grand public cette personnalité qui est Yannick et toutes les personnes qui sont passées en podcast avec moi. Yannick, tu as quelque chose, tu as un mot pour la fin? J'étais ravi de cet échange. Hein.
Voilà, c'est tout. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde et puis à toutes les personnes qui veulent rejoindre le monde de l'immobilier, sachez que choisissez votre place et vous pourrez réussir. Moi, je sais aussi que si jamais un de ces jours où peut-être il y a des personnes qui voudront travailler dans l'immobilier ou dans le viager, sachez hier qu'on a Guillaume Atala, qui est justement le directeur d'Expert Viager, a fait une annonce comme quoi il recrutait des négociateurs. Donc, moi, je sais aussi que leur façon de voir chez Expert Viager, c'est d'accompagner les gens et la formation. Et je sais aussi que Yannick, si jamais il y a des négociateurs qui rentrent dans le réseau demain dans son secteur, je suis pratiquement certain que tu vas les accompagner sur le terrain aussi de temps à autre. Parce que je sais que c'est la mentalité de ce cabinet d'expertise dans le viager, et je sais que c'est la mentalité de Yannick et celui de Guillaume et de tous ceux qui font partie de cette agence. Yannick, merci beaucoup d'avoir participé avec moi, merci d'avoir été ouvert. On se reverra d'abord demain en B-Morning comme d'habitude, mais surtout dans d'autres podcasts qu'on va faire ensemble. Merci à toi, merci à tous les auditeurs et n'hésitez pas à lui poser des questions, à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. C'est tout simplement plus sympa d'être au courant. Alors, je vous rappelle un petit truc parce que c'est tout nouveau chez nous, mais tous les mercredis, il y aura un nouvel entretien avec les pros, que ce soit des négociateurs, des managers ou des directeurs d'agence. Tous les mercredis, il y aura un nouveau podcast. J'en ai déjà préparé plusieurs à l'avance et tous les mardis il y aura un podcast où je vais faire ça tout seul et je vais donner mon avis sur certains sujets d'actualité. On vous prépare d'autres surprises et je vous annoncerai ça très prochainement sur les réseaux sociaux. À très bientôt à tous, merci beaucoup Yannick et on se voit demain matin. Bonne journée. Bonjour Guillaume. Je vais signer notre offre cet après-midi à 14h30. Comment? Je vais signer une autre offre cet après-midi à 14h30. Génial. J'adore. Et une autre vendredi. C'est pour ça que tu as sorti la veste et tout? Non, mais c'est parce que je travaille comme ça. Puis bon, faut quand même bien présenter. On sait pas ce qu'il y a en dessous de la caméra, mais bon. C'est ça, en fait, il est en slip en dessous. Je suis sur Islam. Ah non, pas du tout. On te croit, on te croit. Ça va, ça t'a plu le... Comment? Ça t'a plu l'échange avec Daniel? Ouais, très bien. C'est très sympa. Tant mieux. Je sais pas s'il a entendu ce qu'on a dit ce matin, mais on va en parler tout à l'heure. T'as entendu d'ailleurs? Oui. Ça va être cool ce qu'on va faire jeudi prochain. Ouais, je pense que ça va être marrant, ouais. Pas obligé de crier, tu sais, on t'entend. Ah non. Bon allez, Yannico. Non, moi je t'entends pas bien. C'est pas grave, Passe une très bonne journée, Yannick. Ouais, vous aussi les gars.